Donc bonjour à tous, nous allons du coup commencer cette quatrième et dernière intervention de la journée avec nos deux auteurs. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'un et l'autre plutôt que ce soit moi? Je pense que ce sera 10 fois mieux fait par vous-même. Donc je sais pas, commençons C'est pas honneur aux sûr. femmes. Allez, par À toi Bénédicte. l'honneur, Bénédicte. Non, Victor, à toi l'honneur. Ça commence. Comme ça, je verrai Voilà. après les bêtises que je peux raconter. Bon, alors, ok. Alors, moi, je m'appelle Victor Dixon. Voilà, je suis romancier depuis une dizaine d'années, principalement dans ce qu'on appelle le young adult. Et à travers ce genre, c'est pas vraiment un genre finalement, mais c'est en tout cas une étiquette que mettent les éditeurs. J'aborde différentes dimensions de l'imaginaire, que ce soit la science-fiction que j'ai traité dans Phobos, Cogito, Extincta, ou la fantasy dans Animal, Jack Spark et ma dernière série Vampiria. Et je crois que ma présence aujourd'hui, c'est à cause ou grâce à l'adaptation prochaine de Phobos, justement, en bande dessinée, dont le premier tome paraîtra chez Glénat en juin. Voilà. Parfait. Moi, c'est là que je dois enchaîner en fait. C'est ça, à toi maintenant. C'est ça. Donc moi, je m'appelle Bénédicte Carbonell. Donc en fait, j'ai pris un pseudo, c'est Carbone. Donc j'ai pas été le chercher très très loin, puisque Carbonell, j'ai enlevé le i et les deux l. Donc j'ai beaucoup écrit pour la jeunesse. Donc à la base, en fait, j'ai eu un vrai métier. J'étais instite, j'étais directrice de maternelle jusqu'à il y a pas si longtemps. Et enfin, en fait, ça fait 3 ans que j'ai complètement arrêté et que je ne suis plus que scénariste BD. Et donc, je m'éclate à écrire des histoires. Donc, je reste dans le domaine de la jeunesse. Mais plutôt sous format BD. Voilà, donc j'ai écrit la boîte à musique qui est, on va dire, ma série phare. Dans les yeux de Lia, dont le tome 3 arrive très bientôt, et de nouvelles séries. C'est vraiment un médium que j'apprécie et que j'affectionne vraiment particulièrement. Déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous êtes tous les deux auteurs à temps plein, que c'est votre métier, parce qu'on connaît beaucoup d'auteurs qui sont auteurs à temps partiel, parce que forcément, on sait tous que c'est pas ce qui rapporte le plus. Mais du coup, c'est très intéressant de savoir qu'on on peut quand même essayer d'en vivre, et du coup, ça peut apporter, ça peut être un métier à temps plein. Et puis, en plus, il faut que, du coup, je peux le dire ici en live, que je suis très contente de vous recevoir toutes les deux, puisque je suis une grande fan de vos écrits à tous les deux, que ce soit Phobos et Vampiria pour Victor, ou alors la boîte à musique que je vends à, je pense, toutes les personnes que je rencontre. Donc voilà. Parfait, continue. Pour moi, c'est un très très grand honneur de vous avoir tous les deux. Et du coup, en première question, pour toi, Carbone, tu es surtout autrice de BD, comme tu nous as dit. Pour toi, Victor, tu as plus l'habitude d'écrire des romans. Mais est-ce que pour vous, il existe du coup une différence flagrante entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'une BD? J'imagine peut-être en termes en tout cas de texte. Le texte n'est pas aussi grand déjà, je pense. Et sachant que du coup, vous avez aussi tous les deux connu en fait l'adaptation d'un roman en bande dessinée. Donc pour toi, Victor, c'était ton roman. Mais pour Carbone, je sais que tu as adapté un roman qui n'était pas de toi, mais tu l'adaptes en scénario. Du coup, est-ce que vous avez des remarques sur les différences? Pour vous, quelles sont les différences fondamentales en fait entre l'écriture d'un roman et d'une bande dessinée? Je sais pas, Victor, tu veux commencer ou j'attaque? Vas-y, tu as plus de bouteilles que moi en matière de BD, donc je te laisse y aller. Bouteilles, je sais pas beaucoup plus. Après, j'ai un parcours, le fait d'avoir écrit pour la jeunesse, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit vraiment pour les tout petits, puisque c'était un public que je connaissais, étant enseignante et étant maman de 3 garçons, donc j'ai beaucoup écrit pour vraiment les tout petits. Et c'est vrai que j'ai voulu écrire en fait pour les plus grands, donc je suis arrivée, on va dire, un petit peu naturellement vers les petites histoires, les histoires un peu plus grandes, les petits romans, les premières lectures et vraiment les romans. Donc j'en ai écrit 2. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis rendu compte que j'adore écrire des histoires. J'ai vraiment plein de choses à dire, mais qu'en fait, de les poser sur le papier, de devoir tout décrire, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Et ça, c'est un truc qui m'est venu, j'ai envie de dire, assez vite et assez naturellement.
parce que j'aime que les choses aillent aussi un peu vite. C'est peut-être mon défaut et ma qualité, j'en sais rien, mais enfin voilà. Donc moi, un projet qui va me durer 6 mois, 1 an, enfin voilà, j'ai un petit peu de mal sur la durée, surtout dans le monde de l'édition où on ne sait pas si finalement ça va aboutir en plus. C'est quand même aussi la grande question chez nous, c'est qu'on travaille, on se fait plaisir, on s'amuse, mais on ne sait pas si on touchera le moindre sou, puisqu'on ne sait pas si le livre sortira même un jour. Donc, cette problématique, voilà, m'a vite conduite en fait à me dire, ben, voilà, comment écrire des longues histoires sans devoir tout décrire. Et puis finalement, ben, c'était un peu une évidence, c'est que ben, le médium de la BD compensait absolument ce que moi je n'aimais pas ou que j'aimais moins, puisque en fait c'est le dessinateur qui doit tout décrire. Enfin, dans son dessin, à travers son dessin, doit faire ressentir les émotions, où moi je vais pas avoir 3 pages pour dire qu'il est triste et qu'il pleure, etc., et ce qu'il a dans la tête, etc. Et toutes les actions qu'ils ont à faire et tous les décors, finalement, le dessin comble ça. Donc, pour moi, ça a été un petit peu une révélation et une évidence. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée en fait à la BD. Et après, pour Complot, parce que moi, donc, j'ai adapté les 4 tomes de Complot à Versailles, donc qui sont des romans d'Annie G. Donc là, je suis en train de travailler sur un tome 5 qui est inédit. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit peu la continuité. Et ben je l'ai pris au départ quand on me l'a proposé comme un exercice technique en fait, à me demander mais justement qu'est-ce que tu peux garder sur un roman de 350 pages, comment tu vas faire passer les émotions, puisqu'il y a une contrainte technique de pages. Hein. Moi, Jungle me dit ça va être 62 pages, tu n'en auras pas 70, tu n'en auras pas plus, donc 350 pages, il faut que tu les fasses passer en 62. Donc voilà, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce qui est vraiment important. Donc je l'ai vraiment pris dans l'exercice technique et en fait ça m'a beaucoup amusée parce que c'est quelque chose que j'aurais été incapable d'écrire finalement. Complot à Versailles avec toutes les recherches historiques, etc. J'aurais pas été capable de le faire, mais par contre faire l'adaptation, ça m'a vraiment beaucoup amusée. Je pense que Victor, oui, de quoi tu parles sur les recherches historiques, Vampiria est justement sur la cour de Versailles. En fait, c'est juste que la cour de Versailles, ils sont tous en vampires et du coup, Louis XIV n'est jamais vraiment mort. Et du coup, je pense qu'il a connu ces recherches historiques dont tu parles pour écrire son roman de 300-400 pages, justement. C'est ça, donc c'est vraiment un truc différent. Moi, ça m'amuse. Ce côté adaptation m'amuse. Après, entre écrire un roman et écrire une BD, c'est le cheminement finalement est le même, puisqu'il faut écrire, si j'avais écrit Complot à Versailles en BD d'entrée, voilà, il aurait fallu que je fasse les mêmes recherches, etc. Mais après, c'est ces contraintes de devoir tout écrire et devoir faire ressentir, faire qu'en sorte le lecteur d'un roman, en le lisant, puisse avoir les images dans sa tête, ce dont on n'a pas besoin dans une BD, puisque finalement les images sont déjà là. Donc pour moi, c'est un bon compromis, hein, et que voilà, et moi c'est un truc qui m'amuse, l'adaptation. Mais écrire le roman, je pense qu'on a quand même tout un fil conducteur qui est le même. L'histoire, il faut quand même qu'elle soit écrite. Il faut qu'on ait le synopsis. C'est après sur la manière d'écrire. Moi, je vais faire que des cases et faire mes bulles. Et là où Victor doit faire un roman et va devoir tout écrire, quoi, et tout décrire. Je te rejoins, Bénédicte, là-dessus complètement sur ce médium de la bande dessinée qui est intermédiaire, hein, qui est aussi un travail d'équipe. Moi, ce que j'aime dans l'écriture romanesque, c'est d'être le metteur en scène complet. On a accès à tout. Alors certes, il faut tout décrire, mais on est le seul maître à bord, pour ainsi dire. Avant de me tourner vers le roman, j'ai écrit un peu pour le cinéma, en fait. Donc j'étais formé à l'écriture de script,
qui est là complètement un travail composite. C'est-à-dire que le script, c'est un matériau qui est destiné à être supprimé, transformé dans le travail de production. Un réalisateur va s'en emparer, des techniciens, des acteurs. Donc là, ça nous échappe complètement. Et j'ai trouvé en fait dans la bande dessinée un intermédiaire. Tu parlais un peu de justement ce juste milieu, cet intermédiaire. Moi, entre le roman d'un côté où on décide de tout et le cinéma où finalement beaucoup de choses nous échappent. C'est aussi un travail d'équipe, la bande dessinée, mais avec une équipe beaucoup plus réduite. Il y a le scénariste, le dessinateur, le coloriste, le lettreur, et puis voilà, l'éditeur bien sûr. Et on a comme ça, on peut avoir un dialogue artistique qui pour moi est peut-être plus poussé que ce que j'ai pu connaître dans le cinéma, parce que c'est vraiment un dialogue qui se fait au quotidien. Moi, c'est comme ça que je travaille notamment sur Phobos avec le dessinateur brésilien Eduardo qui est au dessin. Et ça, j'aime beaucoup cette manière de faire en fait, ce dialogue qui vient rompre un peu justement la solitude de l'écriture romanesque. C'est une des choses que j'en retire, que j'apprécie particulièrement dans vraiment le média BD. Après, pour ce qui est de l'adaptation, c'est vrai ce que tu disais Bénédicte aussi, que la concision, on ne peut pas tout décrire, on ne peut pas tout mettre dans son script. Il faut faire confiance au dessinateur. Et ce que j'ai compris en fait en faisant Phobos, c'est finalement que l'image en racontait autant, si ce n'est plus que le texte et que les dialogues. Et il faut lâcher prise un peu en tant que romancier. Hein. On a tendance à faire une confiance absolue aux mots. Le mot, la phrase, c'est tout pour le romancier. Ce n'est pas le cas dans la bande dessinée. Le dessin est autant, si ce n'est plus important. Donc là, il y a eu un travail d'élagage, effectivement, déjà de recomposition, de découpage du roman pour le faire rentrer dans la contrainte de pagination des bandes dessinées. Donc sur Phobos, on est sur du 72 pages par tome. Chaque tome de la BD correspondra à une moitié de roman. Donc ça laisse quand même du champ pour raconter l'ensemble de la saga, mais néanmoins, c'est assez concis, assez ramassé par rapport au roman Phobos qui font plusieurs centaines de pages, 1000 au total. Donc il y a eu ce travail de part, mais qui finalement est libérateur et me permet de me recentrer sur l'essentiel de cette histoire. Donc j'apprécie beaucoup. Ce qui était pénible au début devient un plaisir au bout du compte. Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est toi puis c'est toi qui te l'imposes. Comme toi, tu es à l'origine en plus du roman, finalement, tu fais des choix et ça reste tes choix par rapport à ton histoire. C'est vrai que moi, il y a des moments, j'ai peut-être imposé à Annie-G des choses qu'elle n'aurait pas fait elle. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça, c'est le principe de toute adaptation. Je pense que ça nous échappe forcément à partir du moment où c'est une adaptation. Alors, ça peut aller plus ou moins loin. Si le scénario est confié à une autre personne, ça nous échappe encore plus. Mais même en étant scénariste, il y a quand même des choses qui m'échappent forcément parce que le dessinateur va avoir sa propre vision des personnages, tout comme chaque lecteur d'un roman projette dans son esprit en fait le petit film de l'histoire. Et ça nous échappe aussi dès que c'est publié. Donc là, ça devient visible avec le dessinateur parce que sur le papier, je vois vraiment comment il se représente les personnages, les situations, les décors. Certes, on a ce dialogue qui est intéressant, mais il apporte beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément présentes dans le texte d'origine, et c'est une recréation. Une adaptation, c'est toujours quelque chose de différent. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est une super chance de redécouvrir une histoire. Et c'est comme ça que j'ai appris à le prendre en faisant la bande dessinée. Et maintenant, j'en tire beaucoup de plaisir. Bah, c'est ça, je pense qu'il y a ce phénomène, justement, quand tu parles de Phobos, je pense que tu as beaucoup de tes lecteurs qui, quand ils vont découvrir la BD, vont se dire « Ah, c'est marrant, j'avais pas imaginé ça comme ça » ou alors « Ah bah oui, j'avais totalement imaginé ça comme ça » « Ah bah tiens, c'est marrant, il a pas gardé cette scène-là, c'était ma préférée, mais en même temps, il y a ça qui apparaît, c'est tellement plus beau en dessin et ça permet vraiment de se faire tout un monde. » Et je pense qu'en fait, c'est ça en fait aussi la force d'une œuvre graphique. Et je trouve ça aussi génial du coup de voir des adaptations en œuvre graphique, puisque je trouve que ça donne une renaissance au roman, sans pour autant le mettre de côté. C'est-à-dire que les lecteurs qui vont découvrir Phobos en BD, je pense qu'ils auront envie de le découvrir s'ils n'ont pas découvert en roman, pour en savoir plus et peut-être aussi savoir comment tu décrivais par les mots. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette complémentarité dans une adaptation de dire voilà, on peut aussi
ce qui était dit par les mots peut être dit par les images et peut être dit par des émotions au niveau des traits du visage, au niveau mais aussi par l'ambiance de la BD peut être transcrit par des univers, par des couleurs, par de la lumière. Enfin, c'est vrai que du coup, il y a tout ce monde-là qui s'ouvre aussi du coup en complément du roman et qui permet de donner une nouvelle vie en fait à ton œuvre. Et je pense que ça doit quand même faire plaisir un peu de voir une œuvre prendre vie, mine de rien. C'est un peu comme les adaptations, toute adaptation et les adaptations audiovisuelles notamment. Toujours les films, alors à chaque fois on dira, je ne voyais pas cet acteur pour ce personnage, mais finalement c'est une recréation, donc c'est quelque chose de différent des romans, qui peut renvoyer aussi au roman, comme tu dis, à une vraie complémentarité. Quand on a vu le film, on sait qu'un film c'est toujours plus ramassé par rapport à un roman. Si on a aimé, eh ben, on se tourne vers les livres, on a envie de se replonger dans cet univers, de voir vraiment le matériau à la source. Donc pour moi c'est tout bénef, quoi. Ouais, après, c'est vraiment de le prendre comme étant en fait autre chose. Alors, enfin voilà, moi je suis en train de découvrir le monde de l'audiovisuel aussi, et en tant que dire créateur originel, c'est de se dire, c'est ça, on peut en faire autre chose. Alors, enfin voilà, moi, mon histoire, tu te dis, c'est une histoire et c'est celle-ci, elle peut pas se passer autrement, et finalement, on me propose d'autres choses, et tu te dis, pourquoi pas. Après, c'est toujours le problème, voilà, c'est un grand débat, ces adaptations, que ce soit, enfin, quel que soit le support, que ce soit audiovisuel ou que ce soit voilà, une BD ou justement une adaptation en roman, c'est est-ce que tu reprends fidèlement ce qui a été fait, ou est-ce que tu acceptes. Après, voilà, sachant qu'en fait, en tant qu'auteur, finalement, en même temps, tu n'as pas trop le choix, puisque c'est pas toi qui payes. Donc, tu n'as pas trop le choix. Mais voilà, d'être partie prenante d'une aventure, on va dire, complémentaire. Et donc qui plaira ou pas, qui déstabilisera ou pas, enfin qui pour l'auteur originel, alors je sais pas toi, après voilà, toi du coup c'est toi qui as fait en BD, donc a priori c'est quelque chose de fidèle au roman. Oui, au niveau de la narration, effectivement, alors la manière de raconter est différente à cause du média, mais l'histoire est la même. Ouais. Voilà, donc voilà, moi je suis un petit peu confrontée à une adaptation qui est vraiment une adaptation, et donc c'est un petit peu déstabilisant, où tu acceptes que ton héroïne soit plus vieille, soit différente, et fait des choses un petit peu différemment. Tu dis, mais non, c'est pas ça qu'elle a fait. Bon, et ça marche aussi. Ben oui, après, mais c'est ça aussi. Enfin, et ça arrive tous les jours. Tu regardes des adaptations, tu vois les séries, et tu te dis, mais c'est des Marvel, tu vas les lire, et puis tu te dis, mais c'est pas ça. Bon, et puis ça passe aussi. Enfin, voilà, c'est différent. Après, voilà, moi, en tant qu'auteur, c'est un peu ce sentiment d'un moment de dire, c'est moi qui l'ai créé, mais je suis obligée de lâcher prise, parce que finalement, mon héroïne et mes héros, ils m'appartiennent plus. Enfin voilà, ils sont lecteurs, ils vont être aux téléspectateurs, et tu te dis, c'est génial, et c'est une expérience différente. Vivons-la, quoi. Je pense effectivement que le lâcher prise, c'est le maître mot dans l'adaptation. Et comme on disait, les lecteurs, déjà, quand on leur remet le roman, quand ils le lisent, forcément, ils se l'approprient à sa manière. Même si c'est moins visible que dans une adaptation, parce que ça reste dans leur tête. On peut quand même, en salon, quand on discute, avoir cette compréhension de la manière dont chacun s'est fait son film. Mais je pense que, oui, effectivement, peut-être que le maître mot dans l'adaptation, en tout cas, ce qui me concerne, c'est la confiance. C'est-à-dire, on peut confier les rênes à un autre artiste, à d'autres créateurs, du moment qu'on leur fait confiance. C'est-à-dire que leur vision peut être différente de la nôtre, mais si on y croit, si on pense qu'ils ont compris la substantifique moelle, peut-être ils ne respectent pas la lettre, mais l'esprit. Dans ce cas-là, on leur laisse carte blanche, ils y vont. Je pense que c'est ça ce qui peut faire souffrir parfois certains créateurs originels, c'est un manque de confiance par rapport à ceux qui vont adapter derrière. Pour moi, ces discussions qu'on peut avoir au départ sur qu'est-ce que j'ai voulu dire dans cette œuvre, comment est-ce qu'on peut le raconter différemment, est-ce que je vous fais confiance pour le raconter différemment, c'est crucial, parce que c'est de là que tout va partir. Alors je ne sais pas dans ton expérience audiovisuelle si tu as pu avoir ces discussions en amont, et si tu sens cette confiance, mais j'ai l'impression que c'est très précieux d'avoir ça. Mais après...
Pardon, je te coupe, Carbone. Mais justement, quand vous parlez de cette confiance et tout, moi, ça me fait penser justement avec la collaboration avec l'illustrateur et comme tu dis, toute l'équipe qui est autour. Du coup, est-ce que typiquement, c'est vous qui choisissez les illustrateurs? Est-ce que, Victor, c'est toi qui as choisi pour Phobos? Est-ce que Carbone, c'est toi qui choisis à chaque nouvelle série que tu veux faire? Et du coup, comment se passe un peu cette collaboration? Et est-ce que en fait, vous donnez des idées d'illustration ou alors vous faites justement confiance aveugle aux illustrateurs et vous dites, bon, voilà, moi, je te donne le texte, je te laisse créer l'univers autour? Tu veux attaquer ou je réponds? Vas-y. Alors, moi, c'est un petit peu... en fait, j'ai ce qu'on appelle... ce que moi, j'appelle des coups de cœur visuels. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai souvent eu des histoires qui sont nées autour d'un dessin ou d'un univers. Donc, ça a vraiment été ça pour la boîte à musique, pour l'IA, où en fait, je tombe sur un dessin d'un certain JG, je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon, enfin voilà, c'est vraiment le grand mystère. Et en fait, tu ne sais pas d'où ça vient, alors je suis incapable de dire si ça vient, d'où ça vient, je ne sais pas. En fait, l'histoire de la boîte à musique arrive comme une évidence. C'est en train de se dérouler. Alors, c'est pas très glamour, mais c'est rigolo. Je le raconte en général quand je vais en animation. Je suis en train de faire mon repassage, parce que je suis maman et que j'ai plein de linge à repasser. Et en fait, je suis bêtement en train de faire mon repassage. Et en fait, l'histoire de la boîte à musique est en train de se dérouler un peu comme un film dans ma tête. Donc moi j'ai vraiment, et là j'y vais au culot et je contacte donc ce fameux ou cette fameuse JG en disant j'adore ce que tu fais, est-ce que tu voudrais travailler avec moi? Donc là c'est bien parce que maintenant avec les réseaux sociaux on voit si le message a été vu. Donc ça c'est top. Non, parce qu'avant tu pouvais envoyer, même je laissais un message, tu savais pas s'il avait été vu, tu vois. Donc finalement Jérôme me répond et au départ on me dit non c'est gentil, je te remercie pour tes compliments, mais bon en fait je suis occupée, j'ai autre chose à faire. Donc je ne lâche pas l'affaire et je le relance et finalement on arrive à monter le projet et à faire la boîte à musique. Mais c'est vrai que souvent je fonctionne un petit peu comme ça. Donc parce que finalement la boîte à musique j'aurais pu la faire avec n'importe qui. Enfin voilà, au départ je pars, c'est un dessin, c'est en fait la dernière case de la première planche où c'est Nola qui est en train de souffler ses bougies d'anniversaire devant son papa et il y a un cadre féminin. J'aurais pu demander à n'importe quel dessinateur ou dessinatrice de dire voilà ce qu'il faut faire et ce que je te conseille, ce que j'aimerais que tu fasses. Donc moi en fait je donne vraiment le minimum. Donc moi je fais une espèce de storyboard sans dessin. Par contre j'ai besoin dans ma manière de travailler, j'ai besoin de me représenter visuellement ce que va donner la planche. Donc je fais mes cases. Et après j'ai un code couleur, donc j'attribue une couleur à chaque personnage parce que je ne sais pas du tout dessiner. Donc même des bonhommes patates, j'aurais tellement honte, donc je préfère ne pas en faire. Donc je mets juste mes cases, donc je place les bulles, donc ça fait quand même un storyboard. Et j'indique vraiment ce qui est le plus important, ce qui moi me semble obligatoire. Voilà, il y a tel personnage, ils sont à tel endroit, elle est triste parce que s'il faut qu'elle pleure, j'indique si elle a une écharpe parce que j'en ai besoin plus tard, etc. J'indique vraiment le nécessaire. Après, je fais entière confiance au dessinateur en fait. Je ne suis pas dessinatrice, donc en fait c'est lui qui sait faire. Si on a été d'accord avec l'éditeur pour lui faire confiance, on se dit c'est toi pour ce projet. Après pour la boîte à musique ou pour l'IA c'était une évidence. Enfin, on aurait été très déçus et ça aurait été très compliqué de chercher un autre dessinateur ou une autre dessinatrice. C'était une évidence. Ce projet-là en fait a été créé à partir de leur dessin à eux. Oui. Donc ça me semblait compliqué de demander à quelqu'un d'autre de le dessiner. Ça aurait pu, a priori, ils n'auraient jamais su, JG aurait jamais su que c'était lui qui aurait dû faire la boîte à musique. Toi, tu avais un attachement déjà, en fait. Ah, mais moi, parce qu'en fait,
En fait, voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais cette petite fille, c'était Nola. Alors au départ, elle s'appelait pas Nola, mais on s'en fout. Mais enfin voilà, c'était une évidence. Enfin voilà, je savais ce qu'elle faisait, ce qui allait lui arriver. Alors je savais pas tout, bien sûr, hein, mais je la voyais pas. Et puis c'est mon caractère, je ne me voyais pas le proposer à quelqu'un d'autre. Et finalement, quand ça se passe pas comme ça, c'est hyper compliqué. Alors je sais pas pour toi, Victor, mais en fait la BD. Comme nous, scénaristes, finalement, c'est quand même, on met moins de temps à écrire un scénario. Donc, il y a des scénaristes qui mettent beaucoup de temps. Moi, a priori, je travaille assez vite. Le dessinateur, voilà, quand il est sur une série, ben, finalement, il va y être à temps complet. Donc, c'est après compliqué de trouver, tu te dis, alors, il faut que ce soit un dessinateur. Ok, le projet plaise. Il faut que ça plaise à l'éditeur ou l'éditrice. Il faut qu'il soit dispo à ce moment-là, qu'il soit dispo si c'est une série, tu sais qu'il y a déjà au moins 3 tomes, ça veut dire qu'en gros il est dispo pendant 3 ans, voire plus. Enfin, en fait, il y a plein de trucs comme ça et à chaque fois que moi j'ai eu un projet où l'éditeur m'a dit feu, super, mais en fait maintenant partons à la recherche d'un dessinateur. Et là tu galères parce que machin te dit j'adore ton projet, mais en fait on s'en reparle en 2025. Mais parce qu'en fait, je suis bookée jusqu'en 2025. Et là, tu te dis, putain, 2025, c'est un peu loin quand même. Ça commence à... C'est vrai qu'il y a un côté toujours un peu magique dans la constitution d'une équipe artistique. Et c'est une fois encore un peu comme le cinéma, toute proportion gardée. Le cinéma, il y a tellement... On se demande comment les films se font. Parce qu'il y a tellement d'aléatoires et de disponibilité des uns, les financements, les conditions techniques et autres, que c'est presque un miracle à chaque fois. Mais c'est encore, j'imagine que c'est encore pire au cinéma. Parce que là, en BD, tu te dis, bon, bah, c'est le scénariste. Ok, il a présenté son scénario à l'éditeur qui a validé, il a aimé, ben, banco, on va le faire, machin. Maintenant, trouvons un dessinateur. Donc, on est déjà en binôme, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui aiment bien. Et c'est vrai que c'est plus facile et c'est plus agréable de tout de suite voir un projet, de pouvoir te projeter, de voir des planches et te dire, bah oui, ça le fait. Et bien sûr, c'est une évidence. Ou ça le fait pas. Ou ça le fait pas, mais parce que c'est l'histoire qui le fait pas, ou parce que c'est la conjonction de deux qui matche pas. Voilà. Mais finalement, on se retrouve, on est 3. Alors que dans le cinéma, le cinéma, c'est plus une équation à plus d'inconnus, on va dire. Mais c'est vrai que moi je suis comme toi j'ai une approche très graphique déjà de la littérature. Je pense que mon style est assez graphique. Et j'accorde aussi beaucoup d'importance au niveau des romans aux livres-objets. C'est-à-dire l'artiste qui va faire la couverture. J'aime beaucoup mettre aussi des illustrations dans mes romans, des cartes géographiques quand c'est de la fantaisie notamment. Et j'ai toujours choisi les artistes avec qui travailler. C'est quelque chose que j'ai demandé à mes éditeurs, c'est de me laisser cette latitude, de choisir les artistes qui représentaient mes univers romanesques le mieux possible d'après moi, et puis ensuite de travailler avec eux dans un dialogue créatif. Donc c'est quelque chose à quoi j'étais habitué au niveau des romans, et ça s'est passé de la même manière pour la bande dessinée. Hein. Pour répondre à ta question, Justine, c'est qu'on a fait un casting pour Phobos d'illustrateurs. Donc on a demandé à plusieurs illustrateurs dont le style nous semblait correspondre, qui projetaient chacun leur vision, hein, bien sûr, de l'univers, de faire une planche d'essai. Et sur cette base-là, du character design aussi, hein, c'est-à-dire les portraits des personnages. Et sur cette base, on a eu un coup de cœur, une évidence, comme tu disais, toi, avec JG, pour la boîte à musique. Nous, c'était Eduardo Francisco, donc un Brésilien. Et c'était forcément lui pour Phobos, et c'est comme ça que ça s'est noué ensuite. C'est vrai que quand l'artiste dit oui, quand celui qu'on a en tête dit oui, c'est un moment magique parce que là, le nœud se noue et on sait qu'on part. Hein, c'est comme un mariage. Hein, on part pour plusieurs années. Donc il faut mieux que ça commence bien. Et là, ça se déroule. Après, il y a le choix du coloriste aussi, ou de la coloriste, qui peut apporter une vision complètement différente à partir des planches en noir et blanc. Tel ou tel coloriste va projeter aussi une dimension qui lui est propre. Donc c'est aussi un autre casting après de coloriste, choisir le bon coloriste pour l'univers. Pour le lettreur, on a eu un peu moins de mal. On a choisi un lettreur qui tout de suite convenait bien. Et voilà, notre Dream Team était constitué. Et voilà, on est parti pour de nombreux... Ça, moi, je m'en rendais pas compte de ça au final. Parce que quand j'ai commencé, finalement, JG, en fait, il passe directement du crayonné en fait, à la couleur. Justine, c'est pareil. C'est lui qui fait la couleur aussi. Ah, ça, c'est finalement, pratique.
Et en plus, c'est ce qu'il préfère. Donc, tu peux pas lui dire, genre, on voudrait aller plus vite, donc, genre, délègue la couleur. Non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est son truc. Et c'est avec la Brigade des Souvenirs, où là, parce que là c'est avec Marco. Et c'est Maëla Cosson qui fait les couleurs des premiers tomes. Et là, c'est vrai quelque chose que en fait, dont j'avais même pas soupçonné en fait l'importance. Et quand tu vois justement les essais, là, tu te dis, mais en fait, finalement, c'est la même planche. Enfin, 4 fois la même planche, parce qu'on a quand même eu, ouais, je crois, 3 ou 4 essais couleurs. Et tu te dis, mais ouais, c'est une évidence. Et là, tu te dis, mais les coloristes sont tellement mis en retrait et mis à l'écart, mais ils devraient être complètement mis en avant, quoi, par rapport au travail qu'ils peuvent faire, qui est incroyable. Hein. C'est vrai que c'est quand tu vois en fait différents essais pour la même planche, tu te dis, oh, mais ouais, c'est pareil, c'est une évidence, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas connu ça avec Jérôme et Justine puisqu'ils font leurs couleurs. Mais c'est vrai qu'ils vivent les coloristes. Vous faites un travail formidable. Pour filer la métaphore du cinéma, pour moi, le coloriste, c'est un peu comme le directeur photo d'un film. C'est-à-dire que tu as le scénariste, tu as le cadreur, le réalisateur, ça va être le dessinateur. Et le directeur photo, en fait, c'est lui qui va faire le grain du film, toute l'atmosphère. C'est quelque chose d'hyper important. Et les directeurs photo, c'est eux qui font les chefs-d'œuvre dans les films. Et le coloriste, c'est l'équivalent en BD. C'est-à-dire qu'il va projeter une ambiance, un mood qui peut faire toute la différence. Carrément. Ça, et je trouve ça génial que vous parliez d'équipe parce que moi j'avoue qu'un peu naïvement je connaissais le métier de coloriste mais je pensais pas que c'était une part aussi importante en fait en complément de l'illustrateur et j'avais un peu naïvement, je pense que la plupart des bandes dessinées que je lis du coup sont faites avec des coloristes et je trouve que c'est pas forcément mis en évidence souvent. Pas du tout. Et alors c'est même des fois ouais. En fait. Ah oui, et puis des fois en fait ils ont même pas leur nom sur la couverture. Voilà, alors qu'en fait tu te dis mais non, c'est des artistes à part entière. Voilà, ils sont vraiment en complément du dessin. C'est flagrant. Enfin voilà, je l'ai vu. Enfin, je te dis, de pouvoir comparer des planches avec le travail de différents coloristes, tu te dis, oh, mais oui, ça change tout. Ouais. Comme finalement, voilà, une BD qui est mal imprimée où les couleurs sont moches parce qu'en fait elles sont trop flash, elles sont trop saturées, et que tu vas pas avoir plaisir à la lire. Oui, c'est ça. Puis en plus, chaque coloriste a son univers, du coup. C'est un peu comme les illustrateurs. On tombe amoureux du dessin. Et ben là, on tombe amoureux de la manière de travailler les couleurs. Et c'est vrai que c'est aussi hyper intéressant. Mais du coup, le truc, c'est que c'est sournois. C'est sournois, en fait. C'est que toi, t'es lecteur, et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que tu te rends pas compte. Ah bah non. Ah, je suis complètement d'accord. En même temps, c'est un peu le but. C'est-à-dire que si l'histoire est suffisamment prenante et que l'ensemble, la sauce prend suffisamment bien, le lecteur est emporté, il ne va pas faire attention. C'est un peu triste à dire, mais en même temps, c'est ça qu'on vise. Il ne va pas faire attention à la qualité technique de chaque chose, le choix des mots, la précision du dessin, les couleurs. Non, ça va l'emporter, il va s'immerger dans l'histoire, il va tourner les pages le plus vite possible, on espère, jusqu'à la fin, sans pouvoir le lâcher. Et voilà, donc après, l'histoire sera dans sa tête, mais c'est après peut-être dans une deuxième lecture qu'il va plus regarder les cases, la précision, voilà. Maintenant, quand je lirai, je regarderai les petits détails techniques, les couleurs, l'agencement, tout ça. Et je pense que tu regardes le nom du coloriste. Ceux qui regardent ce live auront compris que maintenant, il faut faire attention à plus de choses que le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur. Il peut y avoir une belle équipe derrière et que c'est quand même hyper important aussi. Mais du coup, je voulais rebondir quand on parlait du coup sur plusieurs années. Effectivement, c'est un phénomène, c'est-à-dire que on constate quand même souvent que la bande dessinée se fait en saga. On a rarement des one-shots, beaucoup en roman graphique, mais je trouve moins en bande dessinée. Et du coup, typiquement Carbone, la boîte à musique, on en est à 4, on sait que ça va aller plus loin. Dans les yeux de l'IA, dans les yeux de l'IA, pareil, là c'est sur 3 tomes. Du coup, pour toi, Victor, on sait que Phobos, tu nous disais du coup qu'un tome livre va être 2 tomes BD, c'est ça ? Alors c'est un peu plus complexe que ça parce que les tomes, toi qui as lu Phobos, tu sais que les 3 et 4 sont plus gros encore que les 1 et 2. Donc on aura 2 BD pour les tomes 1 et 2 et 3 BD pour les tomes 3 et 4. Voilà, donc du coup ça sera aussi en saga. Et du coup je me demandais, qu'est-ce qui vous attire dans l'écriture du coup de série et pourquoi pour vous cela est-il courant en BD ?
Et vous pouvez aussi partager vos expériences de lecteur si vous lisez bande dessinée. Mais voilà, je trouvais que c'était un phénomène assez redondant et je voulais avoir votre avis là-dessus. Même pour vous, du coup, d'écrire des séries, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous permet aussi dans votre écriture? Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé en BD, en fait, ça a été une évidence. C'est une demande des éditeurs. D'accord. Clairement. Clairement, c'est une demande des éditeurs, c'est-à-dire que ils veulent essayer d'installer des choses et que une fois que tu les as installées, c'est quand même plus facile que de à chaque fois récupérer des nouveaux lecteurs sur un nouveau concept, sur un nouveau truc, devoir à chaque fois le défendre. Voilà, donc il y a quand même déjà, je pense, une réalité commerciale qui existe. Si tu sais que, voilà, même pour eux, enfin, voilà, de pouvoir se dire, voilà, ça marche bien, donc le prochain tome d'entrée, on sait qu'on va prévoir tel tirage. Et plutôt que de faire un petit tirage, devoir refaire des réimpressions, etc., de pouvoir s'adapter. Après, en tant qu'auteur, c'est quand même juste du méga kiff, quoi. Tu sais d'entrée que tu pars sur... alors, moi, j'apprécie et je savoure tous les jours la chance que j'ai de travailler, notamment avec les éditions Dupuis, où on sait que quand on propose une série, je sais d'entrée qu'en gros, on pourra en faire 3. Voilà. Que eux vont s'engager parce qu'ils ont la force commerciale, parce que ils ont le réseau, parce que voilà, c'est une grosse maison d'édition. Hein. Ils vont s'engager à dire on en fera au moins 3. Donc après dans l'écriture, moi je vais faire en sorte que du coup ce soit un cycle de 3. Alors après pour l'IA, c'était d'entrée c'était prévu 3 tomes. Voilà, donc c'était déjà prévu en triptyque. Dans la boîte à musique, j'ai commencé, c'était en gros mon deuxième scénario. Je savais pas où j'allais. J'allais à l'aveuglette. On a été complètement dépassé par ce qui s'est passé. Donc il a fallu qu'on se pose et là du coup on s'est vraiment posé et on a en gros, je me suis fait violence parce que c'est pas ma manière de fonctionner et de travailler, donc je me laisse un petit peu porter. Moi, je suis un peu comme Nola, je vois là où ça m'amène. Mais du coup, on a posé et on a dit il y aura 10 tomes. Après, c'est toujours pareil, on revient au travail d'équipe où Jérôme aussi a dit moi, je veux bien me positionner pour 10 tomes, ce qui est déjà quand même assez incroyable. Mais pour nous, c'est du méga kiff. Enfin, voilà, je sais que quand je commence, je peux me dire voilà ce que je vous propose et on n'est pas obligé d'attendre les ventes du tome 1 pour savoir si on fera le tome 2. Oui. Ce qui est pas Parce mal. Que le problème, c'est qu'en BD, en plus, c'est long. Donc, si on me dit, c'est bon, le tome 1 marche bien, donc maintenant, on veut le tome 2, mais donc, en gros, on veut le sortir dans 6 mois, sauf que la dessinatrice, en attendant, si elle n'a pas bloqué ou qu'on n'a pas déjà attaqué le projet, c'est juste pas possible. Donc, de pouvoir travailler comme ça sur quelque chose de plus long et de travailler, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup en cycle, de 3 ou de 5. 5 déjà, c'est quand même énorme, ça veut dire que l'éditeur se positionne sur déjà beaucoup de tomes. Et de ton côté, Victor, c'est quand même aussi énorme que l'éditeur ait pu se positionner et se dire, on va, et a priori, on va tous les faire, quoi. C'est vrai qu'il y a la sérialité, il y a une double dimension, comme tu dis, il y a une dimension artistique et une dimension industrielle. Donc la dimension artistique, je l'ai expérimenté déjà en tant que romancier. Moi j'aime beaucoup les sagas de romans en tant que lecteur déjà, en tant qu'auteur, parce que ça permet de s'immerger dans une histoire sur le long terme, de creuser des personnages, de les faire évoluer plus que dans le temps d'un seul roman, d'en montrer différentes facettes. Et d'aller comme ça au fond des choses. C'est aussi des rendez-vous qu'on donne à soi-même en tant qu'auteur et que les lecteurs se donnent à eux-mêmes au fil d'une série romanesque, d'une histoire. Et ça, c'est vrai aussi bien, je pense, pour la bande dessinée que pour le roman, voire même que pour les séries télé. Il y a ce côté immersion dans la durée qui correspond à un vrai besoin de fiction, je pense, un besoin de déconnexion du réel aussi, qu'on a moins dans le cadre d'un roman unique. Ceci dit, j'ai aussi écrit des romans stand-alone quand j'avais une idée force à creuser, généralement, sur Cogito, par exemple, l'intelligence artificielle, Extincta, l'urgence climatique. Pour moi, ça, c'était pas des séries, c'est l'histoire
qui exigeait une histoire unique, enfin, un tome unique, un roman unique. Donc il y a cette dimension artistique, je pense, qui existe aussi dans le média bande dessinée. Alors comme tu disais, ça va être plutôt des romans graphiques, Justine, quand c'est du one-shot. Hein, c'est une histoire qui a un propos, souvent un ton d'auteur affirmé, et ça va tenir en un tome. La bande dessinée est plus vers la sérialité. Et après, il y a la dimension industrielle, et ça, tu le disais très bien aussi, Bénédicte, c'est tout l'investissement. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hein, c'est l'effort pour constituer cette team artistique aussi, trouver le bon dessinateur, trouver le coloriste, faire que tout le monde s'entende. C'est un vrai investissement d'argent, mais aussi de temps finalement. Et puis d'énergie, d'émotion, tout ça. Donc on a envie que ça se prolonge au-delà d'une seule BD. On a envie que ça soit une relation qui dure dans la durée, sur plusieurs tomes, sur plusieurs années. Donc c'est aussi quelque chose qui pousse peut-être la BD en particulier à aller plus vers de la sérialité. Surtout une fois que tu as trouvé le lectorat. Enfin, voilà, ce qui est quand même aussi, après, si tu n'as pas de lecteur, voilà, tu n'auras pas de série, tu en auras fait un et puis ça s'arrête là. Donc une fois que tu as trouvé un lectorat, et ce qui est aussi la base, hein, si tu n'as pas de lecteur, ça c'est vrai pour toutes les formes d'expression artistique. Non, mais voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'une fois et c'est quand même ce que tout le monde, les éditeurs et après voilà tout ce qui est culturel, hein, ça marche pareil. Une fois que tu as quand même ton lectorat, enfin pour nous voilà ça va être le lectorat, une fois qu'ils sont captés, et ils en redemandent, ils attendent que ça. En plus on les fait patienter et en plus ils sont gentils parce qu'ils arrivent à attendre un an. Ça fait partie du plaisir. On le sait en tant que lecteur que le fait de devoir attendre, ça fait partie du plaisir. Parce que après je sais que mes lecteurs, moi, ils sont petits, ils sont pas très grands, donc c'est vrai qu'on leur demande un truc un petit peu incroyable, c'est de devoir attendre un an entre deux BD. Donc maintenant, ceux qui arrivent, ils sont déjà au tome 4, donc ils peuvent s'enfiler déjà les 4 tomes avant de se dire quand est-ce qu'il sort le tome 5. Donc voilà, c'est une conjonction de plein de choses et oui, on doit quand même reconnaître qu'il y a quand même un facteur économique. Quand on a quelque chose qui marche et qu'en tant qu'éditeur, ce qui fait marcher, ce qui permet aussi d'essayer d'autres choses et d'autres projets qui marcheront peut-être moins fort ou qui marcheront peut-être pas bien, mais qu'ils auront pu tenter, c'est parce qu'aussi il y a des séries sur lesquelles financièrement, on sait que ça va rentrer, quoi. Enfin, c'est le même jeu pour tous les éditeurs, hein, que ce soit de la BD, de la littérature, bien sûr. De l'essai, c'est comme ça que ça marche. C'est un métier d'offre, hein, c'est ce que me disent souvent mes éditeurs, c'est-à-dire qu'on offre des choses au public, on essaye plein de choses, l'édition permet ça, ensuite le public va s'emparer plus de certaines histoires, mais qui vont permettre d'en financer d'autres qui ont peut-être un public plus restreint, mais qui méritent d'exister aussi. C'est ça. Alors après, quand tu es l'auteur et que c'est une série qui marche, voilà, c'est merveilleux, on fait des cœurs partout et tout va bien. Et ça fait plaisir. Ça dure. Non, mais voilà, oui, parce que quand tu es auteur, tu as juste envie que tu aies des lecteurs et que ce que tu fais soit partagé, lu et voilà. Donc, quand c'est au-delà de tes espérances, parce que déjà que ça sorte, c'est génial. De pouvoir te dire que ça marche, c'est encore mieux. Et voilà, c'est ce dont on rêve tous en secret, hein, parce qu'on va pas dire, voilà, un matin je me suis pas levée en disant je vais être scénariste et je vais faire un best-seller et je vais faire une série qui va cartonner. Sinon, on serait tous méga riches et on ferait que des best-sellers. Non, il y a une part de hasard, il y a une part un peu une fois encore, on parlait du lâcher-prise, de ce qui nous échappe. Et ça fait partie un peu du hasard et de la magie, quoi. Certaines histoires vont prendre, vont durer. Ça. Il y a un côté tu sais pas pourquoi. Ouais. Tu sais pas pourquoi, c'était l'alignement des planètes, c'était... Non, mais clairement, ça... Un petit peu du destin. Ouais, non, mais voilà, moi, par rapport à mon expérience d'auteur jeunesse, tu te dis, j'ai dû écrire une centaine d'histoires, voilà, qui sont parues en jeunesse. Tu te dis, pourquoi avant j'en vivais pas et pourquoi ça n'a pas pris, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi cette histoire-là, pourquoi ce truc, pas qu'il n'y a pas d'autre chose. Enfin, voilà, c'est une conjonction de vraiment plein de trucs. Alors après, voilà, on savoure chaque jour ce bonheur et on l'entretient et on fait en sorte qu'on touche du bois pour que ça continue et que...
On touche tous du bois de chacun de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ça, voilà, et on continue à travailler surtout parce que c'est, même si c'est merveilleux et c'est pas non plus le fruit que du hasard, hein, voilà, c'est aussi le fruit de travail et du travail de plein de gens et donc voilà. Mais ça, justement, quand on parle de succès, j'imagine que Carbone, du coup, comme tu nous l'as un peu dit, tu t'attendais pas au succès de la boîte à musique et encore aujourd'hui, je pense que du coup, qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'autrice, de voir autant de lecteurs s'approprier ton roman? Et du coup, après, Victor, pareil, question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris que Phobos allait être adapté en bande dessinée? Quelles ont été tes premières réactions et comment ça s'est passé, du coup, sur le début? Donc voilà, c'est deux questions un peu plus personnelles, mais qui m'intéressaient aussi beaucoup. Donc pourquoi pas commencer par Carbone, du coup, sur le succès de la boîte à musique qui retentit encore. Alors après, voilà, c'est tous les jours du grand bonheur, hein, on savoure, voilà, ce que je te disais, et le fait que j'ai eu cette expérience avant, en fait, en jeunesse, où c'était un petit peu voilà, plus compliqué, parce que tu écris une histoire. Alors après, voilà, la jeunesse, ça a un statut quand même vraiment à part par rapport à la BD. Voilà, c'est complètement différent, mais je savoure tous les jours. Après, c'est vrai que d'entrée, on est tout de suite avec Jérôme, voilà, on en était au stade du dossier où on avait l'idée. Après, voilà, c'est vrai que je ne savais même pas où j'allais, on ne savait pas du tout que ça allait voilà, devenir ça. Quand on a envoyé le dossier, bon, voilà, le jour même, en gros, on avait 5 éditeurs qui étaient intéressés. Là, on s'est dit, je crois qu'on tient un truc. Je ne sais pas quoi, mais on tient un truc. Il y a quelque chose. C'est ça, je lui dis, écoute, moi en jeunesse, ça m'est arrivé 2 fois où j'ai eu 2 éditeurs qui étaient intéressés pour un petit texte de jeunesse, pour des albums. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, écoute, Dupuis étaient les premiers à répondre et ça me semble une très très bonne chose. Voilà. Non, voilà, on a senti assez vite vraiment un vrai engouement, puisqu'on était complètement inconnus, puisque moi j'avais juste le passe-temps qui n'était même pas sorti encore chez Jungle quand Dupuis a pris le projet de la boîte à musique, et que tout de suite, voilà, les petits plats ont été mis dans les grands. Le marketing s'est mis en place, voilà, la sortie de la boîte à musique, il y avait eu la prépublication dans Spirou, moi j'ai fait le premier Angoulême, donc c'était mon premier Angoulême, partout je voyais, je disais mais c'est le sac, les sacs de Dupuis, c'était la boîte à musique, je me dis non mais qu'est-ce qui se passe, voilà, c'était quand même juste incroyable. On a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose et que vraiment on tenait quelque chose. Après, voilà, c'était à nous de le travailler et de faire en sorte, mais après, on était vraiment bien entourés. C'est très vrai ce que tu dis, Bénédicte, sur justement l'importance de l'engouement en interne. C'est-à-dire qu'on a rendu hommage aux dessinateurs, aux coloristes, aux lecteurs, mais il y a aussi toutes les équipes qui, elles, n'apparaissent jamais sur la couverture. C'est celles qui travaillent dans les maisons d'édition, le marketing, les services de presse, communication, tout ça. Et moi, je me rends compte même en tant que romancier, et c'est vrai, on a vu dans toute l'édition, que l'engouement en interne, c'est-à-dire le fait qu'en interne, dans une maison, les gens vont s'approprier une histoire, vont vraiment y croire, vont la défendre, ça va aussi faire toute la différence. Et ça, c'est quelque chose de super précieux à cultiver, quoi. C'est ça, quand les commerciaux, voilà, ils t'appellent pour dire bon, voilà ce qu'on pense faire et on voudrait faire ça et qu'est-ce que tu en penses, et voilà, et tous les jours je remercie, voilà, je remercie mon éditrice, mais et c'est combien je l'aime, non mais vraiment, et puis qu'elle a fait. Si la boîte à musique est devenue ça, c'est aussi grâce à elle. C'est-à-dire que voilà, elle m'a poussée moi aussi dans mes retranchements, parce qu'au départ, la boîte à musique, finalement, il n'y a pas de bêtes fantastiques. C'est pas mon truc à la base, le fantastique. Donc voilà, c'est une petite fille qui va dans une boîte à musique, mais qui est notre monde en miniature. Et finalement, c'est un vrai travail où elle me dit mais qu'est-ce que t'en penses, et si en fait il y avait des bébêtes et des machins, Jérôme qui me dit oh ouais, j'aimerais trop dessiner des trucs bizarres, et bah oui, et puis ça lui va tellement bien, mais quelle bonne idée, voilà, et
Et que C'est là finalement, qu'on voilà, voit la richesse du team dessinateur, scénariste, soit été le cerveau rationnel, lui c'était le ah, côté fantastique, et voilà, c'est comme ça que la sauce prend. Mais carrément, c'est vraiment un truc et que si ça avait été, je pense, chez un autre éditeur, ça aurait pas été ça. Et ça aurait du coup sûrement pas marché aussi comme ça. Voilà, et que du coup, non, c'était un vrai travail d'ensemble et nous, on s'est vraiment en plus voilà, laissé porter sur cette vague où tout le monde était tellement enthousiaste. Enfin voilà, on a été complètement débordés. Enfin voilà, on nous annonce que le premier tirage c'est 25 000 exemplaires. On se dit ah bon déjà ok, au bout de 2 jours ils nous disent on réimprime. Ah d'accord. Enfin voilà, et qu'après les libraires ont joué le jeu parce que voilà, c'est toujours pareil. Si les libraires te disent ouais c'est pas mal bof, enfin on a reçu un autre truc, bon on va le mettre sur la tranche et on va pas le mettre en table. Enfin voilà, et tu vas voilà, moi je vais chez mon libraire ou je vais dans les grandes enseignes qui sont autour de chez moi et tu te dis oh, mais c'est mon livre, mais comment il y a des piles aussi énormes, enfin voilà, alors que moi j'avais écrit en jeunesse et on trouvait, enfin limite je trouvais pas mes livres quoi. Parce que c'était du consommable, parce que les 2 qu'ils avaient reçus étaient vendus, enfin voilà. Donc non, ça a vraiment été un travail d'une grosse équipe avec voilà, le marketing qui te dit bah tiens, on a pensé, on va faire des vraies boîtes à musique. Vous pensez quoi? Vous voulez choisir la musique? Bah oui, elle est dans ma bibliothèque. Hein. Je l'ai toujours, elle est là. Bon, voilà, c'est juste génial. Alors, et après, je savoure parce que je sais que c'est pas non plus comme ça pour tous les albums et pour tous les trucs. Voilà, toutes les sorties qui se font. Donc, non, je suis chaque jour reconnaissante à tout le travail qui a été fait et que du coup, moi aussi, je travaille d'autant plus à chaque tome pour, voilà. Je me remets aussi quand même constamment en question en me disant, voilà, maintenant, clairement, je sais que je suis attendue et je sais que c'est moi qui suis attendue. Voilà, ça met une pression effectivement qui est positive. Mais carrément. Qui pousse à te dépasser. Mais carrément, parce qu'en plus, en tant que scénariste sur une BD, enfin voilà, je sais que pour la boîte à musique, clairement, on sait que ça va être beau. On sait que Jérôme il va faire un truc de ouf. On sait que ça va être génial. Mais que du coup, je sais que c'est moi qui suis attendue. Parce que sur une BD, si c'est beau, ok. Mais par contre, si c'est pas bien au niveau du scénar, ça pardonnera pas. Voilà. Une BD où le scénar est bon et le dessin, tu te dis bon, j'accroche pas trop. Tu dis pas c'est moche parce que c'est pas ton truc. Non, mais c'est vrai. Des fois, des BD, tu te dis oh, ouais, putain, c'est pas comme ça que je l'aurais vu. Mais après, tu es pris par l'histoire et tu te dis bah ouais, je veux la suite. Et même moi, je crois extrêmement dans la force des histoires, hein, et ça c'est vrai pour tous les médiums, que la BD, le roman, c'est vraiment ça qui fait qu'on va tourner la page, qu'on va aller jusqu'au bout. Alors en même temps, le visuel, c'est ça qui attire. Sur la couverture d'un roman, celle d'une BD, les images qui va donner envie de s'immerger dans cet univers, qui va apporter l'émotion, c'est vraiment ça. Mais ce qui donne envie de tourner la page, d'aller jusqu'au bout, de prendre le tome d'après, c'est finalement la force de l'histoire. Donc c'est vrai que c'est cet équilibre à trouver entre les deux. Et pour répondre à ta question, Justine, sur Phobos, quand le projet m'a été annoncé, enfin la possibilité d'adapter ça en bande dessinée, justement, je me suis dit que c'était une opportunité fantastique d'avoir ce surplus d'émotion que l'image peut apporter par rapport au roman. Et puis aussi, ça me semblait assez naturel parce que, comme je parlais tout à l'heure de l'écriture de scénario, de script, c'est comme ça que j'avais déjà rédigé le roman. Comme tu l'as lu, je pense, c'est divisé non pas en chapitres, mais en séquences, comme un script de cinéma, hein, différentes focales. Donc, on a le chant, le hors-chant, le contre-chant, ce qui déjà s'approche d'un storyboard de film ou d'un script de bande dessinée. Donc du coup, la translation comme ça vers la bande dessinée, vers l'image, me semblait un peu naturelle et intéressante à développer. Et ça, c'était un des grands plaisirs de l'adaptation sur Phobos. Alors, j'ai pas encore le retour du public sur la BD, donc je ne peux qu'espérer que ça soit bien accueilli comme ça l'a été pour la boîte à musique.
On a une prépublication aussi c'est dans Jebookin, là, donc je peux l'annoncer. On n'en a pas encore parlé, mais ça sera dans le numéro de mai, donc le prochain numéro de Jebookin. Comme ça a porté chance dans Spirou à la boîte à musique. On verra ce qu'il en est. Là, par contre, pour les petites boîtes à musique à faire avec le marketing, il va falloir qu'on trouve autre chose, peut-être des mini-fusées, des mini... J'allais dire des mini-fusées, tu vois, un truc sur l'espace, des mini-planètes. Faut pas qu'on foute le feu si jamais c'est des pétards qu'on allume, comme ça, il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on trouve. C'est ça. Bon, après, pour être venu en salon vous voir tous les deux, je pense que la queue, enfin, du coup, pour Bénédicte, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, tu dédicaces beaucoup en duo avec Gégé. Enfin, moi, je t'ai vu dédicacer en duo avec Gégé. C'est que forcément, la queue est très, très longue au niveau de Gégé et que Bénédicte écrit plus vite que Gégé fait la dédicace de l'illustration. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme la production des bandes dessinées, les scénaristes ont une longueur d'avance. C'est ça, exactement. Donc, alors après, ils ont truandé. Après, ils ont truandé parce que du coup, ils m'ont mis Justine à côté. Et à un moment, j'avais James aussi. Donc en fait, c'est moi qui avais une pile, en fait, et je devais répartir à tout le monde, et c'est moi qui étais submergée. Voilà. mais après, c'est que du bonheur, je ne vais pas m'en plaindre. Bah non. Bah, c'est sûr que c'est quand même très sympa de voir. Je pense que vous faites en sorte que vos histoires prennent vie, que ce soit par le dessin, donc pour Phobos bientôt, mais même par les mots. Et du coup, j'imagine que de voir un lectorat s'approprier ces mots et rentrer dedans et vouloir la suite, enfin vraiment comprendre ces mots, je pense que ça fait aussi, c'est un plaisir aussi pour l'auteur de voir qu'il y a un lectorat derrière, de voir que ça plaît, de voir que les gens s'approprient l'histoire, se reconnaissent parfois dans tel ou tel personnage. Enfin voilà, j'imagine que c'est parti. Tu parles des salons et des festivals en particulier ? Bah oui, parce que c'est là où vous rencontrez votre public typiquement. Là où vous l'ont rencontré au passé, parce qu'en tout cas, moi, j'en ai pas fait depuis un moment. Le truc qui existait. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose de super important. Enfin, moi, ça me manque énormément depuis 1 an et demi. En plus, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, là, donc je sens encore plus l'éloignement. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour quand même garder le contact avec les lecteurs. Mais ça vient tellement briser la solitude du travail d'écriture, donner un sens à notre travail. On sait pourquoi on écrit quand on rencontre les lecteurs, quand on voit que les histoires les ont touchés, quand on voit qu'ils considèrent les personnages comme des personnes réelles, ce qui est notre cas à nous en tant qu'auteurs quand on les écrit, mais c'est quand même magique que d'autres personnes aient cette même relation aux personnages. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que les salons reprennent et qu'on puisse à nouveau rencontrer les lecteurs. Ça, on croise tous les doigts très fort. Je pense qu'on est tous à avoir très hâte que ça réouvre. Donc oui, nous on est très contents de faire cette journée en live aujourd'hui pour parler d'œuvres graphiques et du coup redonner un peu de sens à tous ces métiers et de dire que voilà, pour pouvoir en parler. Mais c'est vrai qu'on a aussi très hâte de pouvoir revoir les gens en vrai et pouvoir parler avec nos auteurs préférés et leur dire combien on a aimé leurs romans, quoi, ou leurs bandes dessinées, enfin leurs mots. Et c'est vrai que ça nous manque aussi. Puis c'est important. Enfin, moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai eu des remarques. Tiens, en fait, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, ça m'a permis de dire ou de changer vraiment des choses, même dans mon scénar. Pour dire j'avais pas pensé à ça. Ou j'aurais dû. C'est pareil, ça vient vraiment nourrir l'inspiration. Ouais. C'est-à-dire que ce retour, ce miroir qui nous est renvoyé, ça crée des idées. Ça fait un ping-pong et moi je ressors des salons à chaque fois, déjà épuisé parce que c'est quand même assez fatigant, mais surtout plein d'énergie, épuisé physiquement, de la tendinite, mais surtout c'est plein d'énergie et ça prend après des semaines à germer tout ça. Je repense à toutes les conversations, aux suggestions, tout ça, et c'est quelque chose qui est super précieux pour l'inspiration. C'est pour ça que ça me manque vraiment. Bah oui, et puis comme je disais, j'ai eu la chance de vous rencontrer tous les deux, mais en plus vous prenez le temps de parler aux lecteurs et de connaître leurs ressentis. C'est vrai que j'ai connu des dédicaces où c'était très expéditif parce qu'il y avait du monde derrière et voilà. Dieu sait que vous avez du monde tous les deux et pourtant vous avez toujours pris le temps avec chaque lecteur pour connaître leurs avis, leurs ressentis. Et c'est vrai que même nous en tant que lecteurs, c'est quand même hyper important de discuter, de aussi passer cette barrière du livre et de dire il y a quelqu'un qui a écrit un de mes livres favoris, une de mes bandes dessinées favoris et ça crée un lien très particulier en salon et je pense que c'est ce lien-là qui nous manque. Mais bon, du coup, pour finir cette intervention, du coup, j'aimerais savoir si vous avez des recommandations d'œuvres graphiques à recommander à nos spectateurs aujourd'hui.
pour finir un peu cette intervention. Vas-y Victor, attaque, parce que alors, moi je ne sais pas par quoi commencer en fait. Alors, moi aussi, il y en a des tonnes. Alors, je vais parler moi, des BD qui m'ont peut-être le plus marqué dans ma vie de lecteur. En manga, j'ai une énorme claque avec Akira, j'y reviens tout le temps. Pour moi, c'est une espèce de perfection de narration, c'est Akira. Et si vous avez l'occasion de voir l'anime aussi, qui a été réalisé par Otomo, donc l'artiste qui a aussi fait les BD, c'est fantastique. Une autre œuvre qui m'a vraiment énormément marqué, qui est vraiment la jonction du BD et du roman graphique, c'est Corto Maltese, toute l'œuvre d'Hugo Pratt. À la fois le dessin, il y a presque un côté littéraire, enfin c'est que de l'ancrage, du noir et blanc. On a l'impression que son dessin, c'est comme une histoire des mots qui s'incarneraient à travers l'encre. Enfin, quelque chose de très qui m'a beaucoup touché chez Hugo Pratt. Dans un style complètement différent, là il y a tout qui ressort. C'est un truc que j'ai adoré étant enfant et ado, c'est Valérian. Valérian et Laureline, j'ai tous dévoré, toute la série de Christin et Mézières. Et puis là, plus récemment, parce qu'on parle d'adaptation, j'ai lu Métaux d'Yves Drevet, adapté les 3 tomes. J'avais pas lu les romans, mais du coup, j'ai lu les BD directement et j'ai été complètement emporté par cette histoire. Ça m'a complètement conquis. Voilà des titres qui me viennent en tête. C'est parfait, merci. Et du coup, pour toi, Bénédicte? Ben moi, ça va être les œuvres des copines. Hein. J'aime bien. Alors, j'adore. C'est celle de Shadi Louest-Lati, Famille nombreuse. Je ne sais pas si tu connais. Alors après, quand on la connaît, c'est tellement elle. Voilà, c'est juste énorme. Donc, Famille nombreuse, c'est chez Marabout. Et mon gros coup de cœur, et qui pour le moment reste mon énorme coup de cœur, c'est dans La tête de Sherlock Holmes, où j'attends désespérément le tome 2. Voilà, qui est juste. Alors, on me parle de BD, mais alors d'objets, voilà, et d'objets livres, et limite de l'œuvre d'art, tu vois, le truc tellement énorme. C'est le truc que j'aurais bien aimé écrire. En plus, je suis fan de policiers, Agatha Christie, Sherlock Holmes et tout, donc celui-là. Mais bon, voilà, Benoît et Cyril savent combien je suis fan de leur BD, et que le tome 2 a intérêt d'arriver très très vite. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. C'était génial. J'ai adoré papoter avec vous et parler du coup, de BD, de vos romans, de vos actualités aussi, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ce que vous faites en ce moment. Et voilà, donc merci beaucoup à vous. Et puis, bah, du coup, à très vite, j'espère, sur des salons. Ben, on l'espère tous. On y croit. C'est le mot de la fin. C'est une belle prière pour l'avenir. Donc, les salons le plus vite possible. On y croit tous.